merci d'abord, merci beaucoup. Puis en plus, je tiens vraiment à remercier de cette invitation, parce que j'ai été très, très flatté et honoré d'être venu intervenir pour un sujet qui me tient à cœur. Voilà, on peut le dire, on se tutoie, donc tout le monde, on va pas faire genre, on se vous voit quand tout le monde est là, alors qu'on se tutoie derrière. Lorsque tu m'as appelé, je venais de terminer d'animer une semaine de stage sur la thématique de l'unité en termes énergétiques, mais surtout où on avait beaucoup travaillé sur l'énergie du couple, le couple que l'on fait avec l'autre, mais aussi le couple que l'on fait avec soi. Et parce on va se rendre compte ce soir que tout ça, c'est un petit peu la même chose, hein. Voilà, on vit dans le couple nos problématiques individuelles ou personnelles, et on passe notre temps à reprocher à l'autre en fait ce qui nous renvoie de nous-mêmes et ce qui nous pose problème. On va un peu développer le sujet. Et en fait, juste pour reprendre, effectivement, mon cursus initial, c'est quand même l'ostéopathie, la kinésithérapie, c'est-à-dire un travail sur le corps qui a évolué effectivement vers les techniques énergétiques, le shiatsu, etc. Et puis, je me suis vite rendu compte quand même que la majorité des gens qui étaient en souffrance à cause de stress et fréquemment de stress relationnel. Donc, j'ai commencé à un moment donné à aller creuser les techniques de communication, la PNL, etc. Et puis ensuite, j'ai dû creuser encore un peu plus le sujet pour une raison très simple, c'était que c'était à titre personnel que j'avais eu besoin de travailler dans les énergies du couple. Et puis surtout, j'ai re-rencontré encore ça de manière extrêmement régulière en consultation. Et donc, j'ai recreusé encore. Mais finalement, on va se rendre compte que qu'on soit en train de parler de méridien d'acupuncture ou qu'on soit en train de parler de relation à l'autre, on est toujours dans de l'énergie, on est toujours dans de l'échange, on est toujours dans de la circulation. Donc, ce sont juste des niveaux de conscience, des modèles, des manières de dire les choses. Et finalement, une conversation peut être aussi thérapeutique qu'un point d'acupuncture ou que libérer une vertèbre, à partir du moment où ce sont les mots justes et que ce sont les mots vrais. Et donc, c'est de ça dont il va être question ce soir. C'est précisément la thématique la plus difficile en plus qui soit, c'est de savoir à la fois communiquer avec l'autre, savoir s'ouvrir à l'autre, et l'autre pendant qui est extrêmement compliqué, c'est savoir écouter l'autre. Voilà. Ça aussi, pour l'être humain, écouter est compliqué parce qu'en général, écouter, ça se résume à attendre que l'autre ait fini de parler pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et donc, on est tout sauf dans de l'écoute, tout sauf dans de l'accueil de l'autre. Et donc, précisément, c'est là que les tensions commencent à émerger. Alors ça nous pose juste un peu le thème. Isabelle, tu m'as dit, bon, la conférence, on va faire 45-50 minutes pour laisser du temps pour répondre aux questions. Il faut savoir que moi, des conférences, je peux facilement partir sur 2 heures, 2 heures et demie. Donc, je vais faire un très gros effort pour essayer d'être hyper concis et essayer d'aller à l'essentiel. Voilà. Et puis, si jamais je m'étends un peu, j'ai une horloge juste à côté, donc c'est bon. Euh, juste, oui, oui, ça va. Je ne vais pas me stresser. Je laisse le soin aux autres de le faire. C'est très bien comme ça. Juste, on va reprendre simplement en se souvenant d'une chose, c'est que l'être humain, il faut se souvenir de ça, est un animal social, avec des besoins simples, hein. Il y a quelqu'un qui a repris ça et j'y reviens assez régulièrement. Voilà, c'est la fameuse pyramide de Maslow qui nous parle simplement des besoins biologiques de l'individu. Et donc, dans ces besoins biologiques, il y a des besoins primaires comme dormir, se nourrir, dont fait partie aussi la sexualité, hein, qui est finalement sur le plan biologique un besoin. Ça peut devenir un désir, etc. Mais c'est d'abord un besoin, donc on est quand même sur la base primaire. Et souvent, on l'oublie. Et donc, on voit aussi que sur ces champs-là, quand on ne répond pas aux besoins, quand on n'est pas équilibré sur ce champ-là, ça vient perturber tout le reste. Le deuxième besoin, c'est la sécurité. Il y a aussi un besoin d'appartenance, c'est-à-dire d'attachement, de relation. Alors, c'est vrai que c'est une énergie qu'on va souvent nommer comme étant l'amour, mais en tout cas, c'est un besoin d'appartenance. Et une fois qu'on a, on va dire, rempli le besoin d'appartenance, il y a besoin de trouver une place dans ce groupe. Et donc, ça, c'est la reconnaissance. Et arrive enfin un dernier élément qui est un peu plus spécifique à l'être humain et moins aux autres mammifères, c'est le besoin de réalisation. C'est le besoin d'avoir un challenge, c'est le besoin de répondre à un problème, quel qu'il soit, au point même d'ailleurs qu'il y a des gens qui partent en vacances en emmenant des problèmes avec eux. Ça s'appelle des mots fléchés, du sudoku. Donc voilà. Et donc, tous ces éléments-là, ce sont en fait des sources d'énergie. Et on va voir à quel point finalement, dans à la fois la sexualité sur la base, parce que ça, effectivement, c'est très intéressant de voir que c'est le sujet qu'on aborde le moins dans un couple, alors que c'est sans doute un des éléments qui est alors je ne vais pas dire le plus essentiel, mais qui est un des éléments fondateurs et de fonctionnement du couple.
Et donc, voilà, il y a tous ces besoins auxquels on a besoin de répondre. Et dans le couple, que ce soit à travers l'appartenance, que ce soit à travers la reconnaissance, à travers la sécurité, la réalisation, on peut trouver déjà toutes ces ressources. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout trouver dans le couple, mais que le couple est quand même un des espaces de proximité et d'intimité essentiels. Et la problématique du couple, en fait, c'est qu'avec le temps, tout s'en va, tiens, première référence, avec le temps, en fait, on devient un couple efficace. C'est ça qui est formidable, parce qu'à un moment donné, il y a une répartition des tâches, chacun a ses compétences, etc. Et cette efficacité, elle est essentielle, puisque c'est précisément ce qui fait qu'à deux, on est plus fort et plus efficace que tout seul. C'est ça l'intérêt du couple. Hein. On aurait une autre définition du couple plus humoristique. Certains disent que le couple, c'est passer son temps à régler ensemble des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Ce qui est aussi une vérité. Hein. Mais malgré tout, on ne fonctionnerait pas en couple s'il n'y avait pas à un moment donné une efficacité avec des répartitions voilà, en fonction des compétences et des qualités de chacun. Le problème, c'est que plus on devient efficace, moins on a besoin de se parler. Voire, en fait, le truc, c'est que plus on est vraiment hyper organisé, quand on sait chacun, parfois on n'a plus besoin de se dire qu'il y en a un qui se met à nettoyer les verres pendant que l'autre les sèche. Quand on fait ça depuis 5 ans, ou voire 10 ans ou 15 ans, les rituels sont tellement bien organisés qu'on n'a plus besoin de communiquer. Et d'ailleurs, à un moment donné, la répartition des tâches fait qu'on ne fait plus les choses ensemble, et on verra que cette notion de être ensemble est fondamentale. On les fait chacun de son côté, et donc là, on vit l'un à côté de l'autre, et même si on regarde ensemble dans la même direction, on oublie juste une chose, c'est de se tenir la main. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Alors, il faut se souvenir quand même d'une chose, c'est que l'efficacité, ça permet de gagner du temps, et ce temps, eh bien, on doit le consacrer à quelque chose. Alors, c'est vrai que dans les premiers temps du couple, surtout si on a des enfants, ce temps, il est évidemment consacré aux enfants parce que c'est hyper chronophage, ces petits trucs-là, surtout si on en fait plusieurs. Mais l'idée, c'est aussi que le temps de gagner doit être aussi consacré à un autre élément essentiel, c'est le couple, c'est la relation. Et pas simplement du temps passé ensemble, etc., mais consacrer du temps à la communication et à la reliance l'un avec l'autre. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est le premier paradigme. Ensuite, il faut se souvenir que, et je sais que c'est un sujet extrêmement délicat à l'époque qui est la nôtre, c'est que masculin et féminin n'ont pas le même modèle hormonal. Alors, aujourd'hui, dire homme et femme est un souci, c'est pas grave, puisqu'il y a un autre modèle qui est encore plus, on va dire, encore plus signifiant, c'est le modèle oriental qui parle du yin et du yang, et qui fait qu'une femme peut être extrêmement yang ou extrêmement yin, et qu'un homme peut être extrêmement yin ou extrêmement yang. L'idée étant qu'au fur et à mesure de sa vie, on se réalise, on s'épanouit, on permet, si on est très yang, il faut conquérir le yin, le découvrir plutôt, et si on est très yin, il faut aller rencontrer son yang, et donc c'est comme ça qu'on s'individualise selon Jung. Mais l'idée, c'est qu'il y a un moment donné, pour qu'un couple fonctionne, il faut que ce soit deux énergies différentes. Si c'est les deux mêmes énergies, elles ne sont pas productives. Donc, il faut de la différence pour qu'il y ait de la complémentarité, pour qu'il y ait de la richesse. Mais il faut quand même se souvenir qu'il y a deux grands modèles de base, au-delà du yin et du yang. Il y a un modèle testostérone et il y a un modèle œstrogène. Et alors, ça va être très, très simple. Hein. Le modèle testostérone, c'est un modèle d'action, c'est un modèle de compétition. Et le modèle œstrogène, c'est un modèle de communication, c'est un modèle justement de collaboration. Et on a besoin de ces deux énergies en complément. Et on sait que l'œstrogène va créer un certain nombre d'éléments, va favoriser le développement de certaines zones cérébrales, notamment ce qui permet à nos deux cerveaux, droit et gauche, de communiquer, ce qu'on appelle le corps calleux. Et donc, le corps calleux est beaucoup plus important, plus épais, chez le modèle œstrogène, qui en général est nourri, enfin c'est la femme, hein, voilà, alors qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit dans le cerveau testostérone. Et donc là, il faut se souvenir que du coup, il y a des grands modèles, on va dire archaïques, même si chaque individu va fonctionner d'une manière particulière, mais il y a quand même des grands modèles archaïques qui font que naturellement, le yin, l'œstrogénique, va favoriser la communication. Alors que testostérone, lui, son modèle on va dire, de réaction, ce n'est pas la communication. Son modèle, c'est l'action. Et donc déjà, pour que dans un couple, il y ait de la communication, eh bien, la majorité du temps, c'est issu ou ça vient du féminin. Et il faut être très, très honnête,
quand le masculin doit communiquer, pour lui, c'est un effort, voire éventuellement, c'est une épreuve. Et j'aimerais qu'on s'en souvienne parce que souvent, il y a une nécessité de communication, il y a un effort de communication et en fait, eh bien, pour un tout petit corps calleux, c'est presque une violence. C'est une violence, mais en tout cas, je pourrais vous parler de mon expérience personnelle. C'est que je vais vous proposer des exercices de communication, des manières de faire, etc. Très honnêtement, ça fait des années que je fais ça. Eh bien, à chaque fois qu'il a fallu se remettre au travail de communication, et c'est au moins un petit rendez-vous hebdomadaire, eh bien, à chaque fois, il y a mon yang intérieur qui fait… Et par contre, après 25, 30 ou 40 minutes de communication, eh bien, c'est le moment où on peut se retrouver à se dire mais je t'aime encore plus qu'avant, comment ça se fait que maintenant que je me suis encore plus ouvert à toi, que cette relation est encore plus importante, j'ai encore plus envie d'être avec toi, je me sens encore mieux avec toi. Donc voilà, c'est comme aller nettoyer les mauvaises herbes du jardin, c'est un effort. C'est un effort laborieux, mais par contre, quel bonheur à un moment donné d'avoir ce beau jardin qui s'appelle la relation et le lien à l'autre. Alors, voilà, ça c'était pour on va dire les grandes bases, c'est que le masculin et le féminin ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, voilà, c'est un véritable effort que d'essayer, je dis bien d'essayer de se comprendre. Parce que si on rentre vraiment dans les clés les plus absolues de la communication, on peut s'entendre, on peut aller vers l'autre, mais comprendre exactement ce que vit et ce que ressent l'autre, c'est une utopie. Donc, on peut faire un pas vers l'autre, mais ça s'arrête là. Juste, il faut comprendre encore que dans ce qui complexifie la communication et la relation à l'autre, eh bien, Jung disait que, en fait, quand un homme et une femme, alors ça peut être un homme et un homme ou une femme et une femme hein, qui sont dans un lit, mais voilà, on est dans un vieux modèle, c'est Jung, hein, donc ça date quand même. Mais malgré tout, quand un yin et un yang sont dans un lit, voilà, eh bien, en fait, ce n'est pas deux personnes, c'est au moins 8 personnes qui se retrouvent. Ça commence à faire du monde sous la couette. Alors, ces 8 personnes, en même temps, en plein hiver, on se tient chaud, hein, c'est pas mal. Mais bon, bref, là, je déborde. Donc, ces 8 personnes, c'est quoi? D'abord, effectivement, eh bien, ce sont d'abord les deux individus qui se retrouvent. Mais avec ces deux individus, chacun amène avec lui ces deux images fondamentales, yin et yang, que sont en général ces images parentales. Donc déjà, chacun arrive dans le lit avec son propre, enfin c'est une image toujours, hein, mais avec l'image du père et l'image de la mère. Une représentation, bien sûr, hein, heureusement qu'on n'est pas en train de penser à son père ou sa mère pendant qu'on est en train de faire l'amour avec l'autre. Mais l'idée, c'est quand même que ces schémas-là, ces images-là, on parle d'imago d'ailleurs hein, dans certaines écoles, ces schémas-là, eh bien, ils nous habitent, ils sont inscrits en nous. Et on pourrait même se dire qu'il y a encore d'autres schémas, on pourrait élargir avec les grands-parents, mais là, ça fait beaucoup de monde hein, dans le lit. Et donc, si on se limite déjà aux parents, il y a encore un autre invité. L'autre invité, c'est celui qu'on a aimé avant. Celui qu'on a aimé avant a laissé une empreinte. Alors, c'est sûr que si c'est un premier amour, eh bien, on va avoir que l'image de papa et de maman, mais il va quand même y avoir ce quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est en fait l'être aimé idéal, celui qu'on a fantasmé, celui qu'on a créé, celui qu'on a attendu, celui qu'on a espéré. Il y a d'ailleurs cette merveilleuse définition, je ne sais plus avec qui j'en parlais hier, mais que j'adore. C'est de Clavier, un formidable psychologue qui a fait beaucoup sur le couple. Et donc, sa définition du prince charmant que ces dames attendent voilà, depuis la petite enfance, qu'on nous vend ça avec Walt Disney en plus. Hein. Donc, pour nous, ça nous met de la pression. Il faut apprendre à porter une armure dès tout petit quand même. Hein. Et donc, la définition du prince charmant, c'est l'homme alors, que je ne vous dise pas de bêtises, hein, je vais essayer de bien le faire, l'homme qu'elle n'a jamais eu, ou l'homme qu'elle a eu, ou l'homme qu'elle n'aura jamais, ou l'homme qu'elle aura, mais ça n'est jamais l'homme qu'elle a. Et donc voilà, on est vraiment dans ce jeu habituel du cerveau qui, quand il est dans la frustration de l'instant présent, va se projeter dans le passé ou va se projeter dans l'avenir, mais surtout pas être ici et maintenant, parce que ici et maintenant, j'ai des carences. Et l'histoire, elle fonctionne aussi pour le masculin. Hein. Voilà, nous aussi, on attend la princesse, mais voilà, elle est, on va dire, dans les schémas archaïques, on parle plutôt de la concubine ou d'autres vocabulaires qui sont peut-être un petit peu moins, comment dire, un peu moins poétiques. Mais l'idée, c'est ça. C'est toujours qu'il y a un moment donné, quand on va rencontrer l'autre, plein d'images qui ont été construites
plein de schémas qui appartiennent au passé ou qui appartiennent éventuellement à un futur construit. Et ça complique énormément la relation parce que déjà, quand on est deux pour essayer de s'entendre et se comprendre, c'est compliqué. Mais on voit bien que si on est déjà 8 dans la même pièce, parce que ce n'est pas valable que sous la couette, c'est valable aussi quand on se parle, c'est valable aussi quand on fait les courses, c'est valable aussi quand on choisit nos vacances. Tout ça, ça vient complexifier un petit peu la donne. Et donc, c'est difficile de se rencontrer l'un avec l'autre quand il y a tous ces individus dans la pièce qui mettent du bazar. Voilà, j'espère que déjà ces dimensions-là sont à peu près claires. Ensuite, ce que je voudrais vous présenter comme process qu'on accumule tous, c'est un des éléments dont on parle beaucoup en analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle la collection de timbres, qui est aussi un schéma particulier qu'on pourrait appeler la cocotte minute. C'est deux images différentes, mais je vais vous les mettre en parallèle. En fait, notre absence de communication fait qu'à chaque fois qu'il y a une petite contrariété, mais une petite contrariété de rien, eh bien, on va la mettre dans notre collection de timbres. Alors, ça peut être, tiens, une chaussette qui traîne, oh, je ne dis rien, paf, et je mets un timbre dans mon petit cahier. Ensuite, ça peut être, tiens, là, il ou elle m'a mal parlé. Bon, c'était un petit mot, c'est rien. Mais ce c'est rien, hop, je me remets un deuxième timbre. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on va commencer à accumuler les timbres. Et puis on dit rien. Et puis, c'est rien, c'est du passé, on n'en parle plus. Et en fait, le sac à dos émotionnel de la relation commence à s'alourdir. Et puis, ça s'alourdit encore. Et puis, des petits riens plus des petits riens, ça va faire comme des gouttes d'eau. Et une goutte d'eau, c'est rien, mais avec le temps, ça va faire un trou dans la roche. Et il y a un moment donné, quelque chose se brise et le sac devient tellement lourd, tellement lourd que là, ça y est, il y a quelque chose dans la relation qui s'abîme. On n'a plus envie, il n'y a plus de désir, c'est lourd. C'est comme une balade faite avec un sac à dos de 1 kg ou un sac à dos de 15 kg. Et ben, la balade, ce n'est pas du tout le même plaisir. Et vraiment, cette idée, elle est là, c'est que cette collection de timbres qui s'accumule encore et encore fait qu'à un moment donné, à la moindre anicroche, eh bien, on va tout ressortir et tout balancer d'un coup. Et si on ne ressort pas tout d'un coup, on est au moins dans cette idée de la cocotte minute qui monte en degrés, monte en degrés, monte en degrés, et à un moment donné, eh bien, ça va exploser, et ça va exploser pour rien ou pour quelque chose d'anodin. Et c'est ce qui fait qu'on peut s'engueuler pour une baguette trop cuite. Mais en fait, ça peut aussi ne pas passer par le stade de l'engueulade, qui peut finalement être malgré tout une solution de sortie, au moins d'expression. Ça peut rentrer dans du non-dit encore plus vissé. Et là, on est en train de tuer à petit feu la relation. Et donc, il est indispensable, même si ça peut sembler être du rien, que de prendre quelques minutes quotidiennement ou éventuellement d'une manière hebdomadaire pour vider sa collection de timbres, c'est-à-dire ne pas se faire une collection de timbres. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, la collection, elle est tellement importante qu'on ne se voit plus, on ne voit plus que ses bouquins. Et quand on ne se voit plus, il n'y a plus de communication, on s'éloigne, on ne fonctionne qu'avec des habitudes. Et arrive le délicat moment où un jour, on ne voit plus l'autre, mais évidemment, on va voir quelqu'un d'autre. Et là, c'est la fin de la relation. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire ce travail de manière régulière. Et ce n'est pas toujours facilement entendable parce que ça veut dire à l'autre ce que l'on ressent et éventuellement dire à l'autre ce que, et c'est un jugement de valeur là, ce qu'il a fait de mal. Parce que c'est exactement comme ça qu'on le ressent. L'autre a fait quelque chose de mal et donc on n'a pas envie de lui dire parce que ça va être une critique, parce que ça va être une attaque et parce que ça peut blesser l'autre et que finalement on va tuer la relation pour protéger l'autre, ce qui est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Et donc là, on a besoin de revenir sur les clés simples de la communication. C'est que l'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, parler à l'autre, comment dire, sans avoir, en essayant de protéger au mieux son ego, sans que ce soit une agression. Et de la même manière, il faut savoir que quand l'autre nous parle, quand il nous dit « tu as fait ça, tu as fait ça, tu, etc. », la majorité du temps, même à 100%, l'autre ne parle que de lui. Donc, il faut comprendre que derrière un tu, il y a toujours un je en souffrance. Et donc, c'est vrai que parfois, quand on ne sait pas communiquer, même si on ne sait pas dire les choses, parce qu'on va voir ensemble, il y a de la méthode, même si on ne sait pas dire les choses, il faut avoir cette habitude et se souvenir que l'autre ne parle que de lui, même s'il nous critique. « Oh, mais là, dans cette boîte, il n'y a que des cons. »
il faut comprendre que là, alors on n'est pas forcément en train de se traiter de cons, mais enfin, quand on voit que des cons à l'intérieur, dans la logique jungienne, il y a un truc qui s'appelle un effet miroir, et que dans l'ensemble, on va voir autour de nous un certain nombre de choses qui nous parlent finalement que de nous, que de nous. Juste un petit exemple qui est un exemple du jour sur ce que c'est que l'effet miroir. Il y a quelques, voilà, c'était ce midi, j'ai été faire des micro-courses et je vois un monsieur qui va très bien, qui semble en parfaite santé, qui va se garer sur la place handicapée. Et donc là, c'est le moment où je sors de mes gonds, mais c'est un truc habituel, ça m'a toujours… Bon, alors, c'est un sujet qui me tient à cœur pour une raison très simple. J'ai travaillé en centre de rééducation quand j'étais jeune kiné il y a de nombreuses années, et donc c'est évidemment un sujet qui me touche. Mais intérieurement, ça a quand même explosé, c'est-à-dire que ce n'était pas juste « tiens, ça n'est pas normal, puis je vais le dire ». J'ai fulminé à l'intérieur. Et en fait, là, tout de suite, je me suis dit « bon, donc là, ça me parle de moi, et donc pourquoi est-ce que je fulmine? Qu'est-ce que ce type-là me renvoie ?» Et en fait, ce que ce type-là est en train de me renvoyer, c'est qu'il ne respectait pas les règles, alors que moi, je passais mon temps à me mettre la pression pour les respecter. Et en fait, il y avait même une part de moi qui était jalouse de ce type, qui faisait ce qu'il veut, qui était libre, qui n'en avait rien à foutre, alors que moi, j'en étais strictement incapable. Et c'était ça qui me mettait le plus en colère. Et donc, ma colère, elle est retombée en quelques minutes, même j'oserais presque dire en quelques secondes, simplement parce que je me suis rendu compte que ce que faisait ce type me renvoyait quelque chose de personnel et que ce qui me blessait, ce n'était pas ce qu'il faisait, c'était finalement moi, mes propres difficultés. Et donc, on voit bien que lorsque l'autre nous parle, lorsque l'autre nous agresse, lorsque finalement ce qui nous touche, ce qui nous blesse, ça nous parle de nous. Et il faut bien comprendre que quand l'autre nous parle, même si c'est une accusation, il ne parle que de lui. Donc, c'est très important lorsque quelqu'un est en train même de nous critiquer ou de râler sur quelque chose, il ne parle que de lui, il ne parle que de ses difficultés, il ne parle que de ses manques, il ne parle que de ses souffrances, mais il ne sait pas les dire. Donc, c'est un problème de maturité. C'est un problème de compétence. Et la compétence, ça s'apprend, ça s'acquiert. La maturité aussi, ça s'acquiert. Et donc, souvenez-vous toujours que derrière un « tu » qui est agressif, il y a un « je » en souffrance. C'est extrêmement important. Et on est souvent piqué au vif lorsque l'autre nous dit « mais tu, machin, etc. » Oups, on a envie de répondre parce qu'il y a notre mammifère intérieur. Souvenez-vous, il y a du mammifère. Notre mammifère, quand il est agressé, sa première réponse, enfin, la toute première, c'est la fuite. Mais si on est acculé, la deuxième réponse naturelle, ça va être de contre-attaquer. On va sortir les griffes. Et si vraiment l'autre est trop fort, ce qui arrive quand on est face à un prédateur, c'est la stratégie de la petite souris face au chat. La troisième opportunité, la troisième solution, ça va être de faire le mort. On va s'anesthésier. Et donc, c'est encore pire. Je voudrais presque dire que c'est encore pire dans le couple. Mais voilà, l'idée, c'est de se souvenir que dans la communication, même si l'autre est maladroit, même si l'autre peut être agressif, même si l'autre est dur, attention, hein, il y a des limites à poser, il y a des violences qui ne sont pas acceptables. Hein, on va en reparler de ça. Hein, il y a donc, mais souvenons-nous juste une chose, c'est que derrière le « tu » qui fait mal, il y a un « je » en souffrance. Voilà, ça, c'est à se répéter en boucle dès que l'autre commence à nous faire mal dans ses mots. C'est qu'il est maladroit ou c'est qu'il n'a pas exprimé ce qu'il fallait. Voilà. Mais c'est son problème, ce n'est pas le nôtre. À nous, justement, d'essayer de décoder. Ça va, cette idée-là? Alors, l'idée, je vois Isabelle qui me fait comme ça, super. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est à un moment donné, de ne pas laisser la collection de timbres augmenter. Alors, je vous proposerai un petit modèle de rendez-vous hebdomadaire ou éventuellement tous les 15 jours si tout va bien, parce qu'il y a un moment donné aussi où on n'est pas obligé de faire ce travail, mais on verra que ça a du sens, même si on n'en a pas besoin. Je vais même dire, surtout si on n'en a pas besoin, il faut le faire. Parce que je vous orienterai sur ce qui est à mettre. Alors, voilà, juste, si vous avez un timbre, quelle qu'en soit la nature, c'est le moment où il faut exprimer les choses. Et exprimer autrement qu'en râlant et en disant « tu », vous avez bien compris. En communication non violente, hein, même en communication Gordon, ce qu'on appelle la communication efficace, on dit que le « tu » tue. Voilà. C'est vraiment ça, hein, le « tu » est agressif. Alors, première des choses, avant de communiquer, avant de dire ce qu'on a à dire, la première étape, et je vous le fais en 7 points, hein, donc on y va. Premier point, c'est organisé, sans PowerPoint, mais c'est organisé. Premier point, c'est d'abord gérer l'émotion. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'aller vers l'autre
d'exprimer ce qu'on a exprimé si on est rempli d'émotions. Alors, si c'est une chaussette qui traîne, parfois, ou un dentifrice qui n'est pas rebouché, ça c'est aussi un des grands classiques du couple. Voilà, il y en a toujours un des deux qui râle parce que sinon ça sèche toute la nuit parce que tu n'as pas refermé le bouchon de dentifrice. Voilà, tu n'as pas. Première des choses, bon, alors si c'est des petits événements de la vie comme ça qui font partie justement des joies du couple, eh bien le truc il est très simple, on prend une profonde respiration. Voilà, on laisse retomber la pression et avant juste de juste dire là il y a une chaussette sale qui traîne ou là il y a le tube de dentifrice ou etc. Parfois une respiration suffit et on peut l'aborder avec le sourire. Si on l'aborde avec le sourire et avec de l'humour, déjà il n'y a aucun souci, ça va passer et on peut dire plein de choses avec humour et si on est les deux avec beaucoup d'humour, ça peut même devenir un sketch et donc c'est très bien et donc ça peut même devenir récurrent, c'est parfait. Mais il y a aussi des blessures qui ne vont pas simplement se calmer avec une simple respiration. Donc souvent, là, il n'y a pas si longtemps, j'étais en consultation, j'ai un de mes patients qui me dit, voilà, on s'est engueulé, elle m'a dit ça, 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 puis voilà, elle commence à me faire la liste, effectivement, ça tapait assez fort, tu ne vas pas sortir habillé comme ça, tu ne vas pas machin, tu ne vas pas... Hein. Bon, donc là, on sent que la pression monte, voire il y a une recherche de conflit. Et alors là, à ce moment-là, le patient, il a fait un truc très simple. Il a dit, bon, on ne va pas sortir tout de suite, je vais faire un tour. Et donc, il est parti. Alors, ce n'était pas de la fuite. Hein. Ce n'était pas de la fuite, c'était, bon, on en reparle, mais on va en reparler après que j'ai géré mes émotions. Et donc, il est parti faire un tour pendant 30 minutes. Et j'avoue que c'est aussi une très, très bonne solution que d'aller marcher. Parfois, même s'il faut marcher 1 heure, on marche 1 heure. Il faut sortir de l'idée, on est toujours dans l'idée de la gestion émotionnelle, qu'on doit résoudre le problème tout de suite. On peut en parler tout de suite, on va en parler, ce n'est pas pour autant qu'on doit trouver une solution. La solution, elle est même secondaire. Ce qui compte, c'est d'abord d'en parler, d'abord de communiquer, d'abord un échange de flux et pas de rester en cocotte minute. Ensuite, je vous propose quand même un petit outil pour la gestion émotionnelle que je propose très régulièrement, que ce soit en consultation ou en conférence, c'est le travail de la lettre. Le travail de la lettre, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à prendre un beau papier à lettres. En haut à gauche, vous mettez votre nom, votre adresse. En dessous, vous mettez le nom de la personne. Alors, si c'est votre compagne et que vous habitez avec, vous mettez son nom et son adresse. C'est la même, hein. C'est facile. Vous avez révisé juste avant. Puis, vous datez. Et là, eh bien, vous videz votre sac. Et si vous avez besoin d'exprimer des petits noms d'oiseaux et même un peu sévères, etc., allez-y, lâchez-vous. Et puis peut-être même que si vous avez la chance de passer en écriture automatique, au bout de quelques minutes, vous allez commencer à écrire des choses qui vous surprennent. Et vous allez peut-être même vous rendre compte qu'il y a d'autres reproches. Et puis vous allez peut-être même vous rendre compte qu'il y a d'autres attentes et d'autres frustrations dont vous ne vous doutiez pas à ce moment-là. Et donc le fait de vider votre sac, ça va être une vraie rencontre avec vos besoins frustrés, avec vos colères, etc. Et quand vous avez fini ce courrier, vous le relisez et surtout, vous ne le gardez pas, vous le brûlez. Vous ne le gardez pas pour 2 raisons, parce que si vous le laissez traîner, que votre compagnon ou votre conjoint tombe dessus, alors là, c'est la catastrophe, parce qu'on a le droit de tout vivre à l'intérieur, mais on n'a pas le droit de tout dire dans la relation, hein, parce qu'à un moment donné, il faut aussi respecter, protéger et préserver l'autre. Et puis surtout, le passage par les flammes, eh bien, comment dire, envoie, c'est un peu comme mettre un timbre et puis envoie l'info sur le plan du subtil. C'est assez spectaculaire le nombre de fois où j'ai fait une lettre, je l'ai brûlée, et où quand j'ai commencé à parler, j'ai même pas eu le temps de dire, et l'autre, et je le dis sur le plan professionnel, parce que ça marche aussi avec ses collègues, hein, ça marche avec son amour, évidemment, là nous parlons du couple, hein, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais ça peut marcher avec ses enfants, ça peut marcher avec, même avec son voisin qui nous gonfle avec sa tondeuse le dimanche midi, mais voilà, il y a un moment donné, une fois qu'on a vidé son sac, ce qui est troublant, c'est qu'au moment où on va vers l'autre pour communiquer, on a à peine le temps de poser le truc, c'est comme si l'autre nous déroulait déjà le tableau, c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. Donc voilà, quand le jour où j'ai écrit à ma mère qu'il fallait qu'elle arrête de me donner le rôle du sauveur, le lendemain, elle m'appelait pour me dire qu'il fallait que je prenne son patron en urgence. Formidable. Là, je me suis au moins dit qu'il y avait un accusé réception. Ça ne veut pas dire qu'elle était d'accord avec ce que j'avais écrit, hein, mais au moins, là, j'étais sûr qu'elle avait entendu le message. Et des anecdotes comme ça, j'en ai des milliers, mais on ne va pas les développer. Donc, le travail de la lettre est un bon outil aussi. Donc voilà, l'idée, c'est d'abord et avant toute chose, on gère l'émotion. Ça, c'est le premier point. Et comme c'est un point essentiel, j'ai pris un peu de temps pour celui-là. Deuxième élément, il faut choisir le bon moment.
Et le bon moment, ce n'est pas forcément le bon moment pour soi, c'est le bon moment pour l'autre. Et donc, il faut faire très attention parce qu'il y a des petites phrases qui vont flinguer la relation. C'est par exemple, j'ai besoin qu'on parle. Alors là, j'ai besoin qu'on parle. Là, c'est foutu. Vous avez créé du stress chez l'autre. Voilà, il faut qu'on parle. Alors là, c'est pire que tout. Il faut qu'on parle. Là, on sait déjà que l'autre, il part en vrille et il ne va pas être disponible. Il ne peut pas amener une oreille attentive pour une raison très simple. Il sent que ça va barder, il sent qu'il va y avoir du stress, il sent qu'il va y avoir un truc dur. Il faut qu'on parle ou j'ai besoin de te parler. Catastrophe. Par contre, il y a un truc dont j'aurais envie de te parler. Il y a un truc, voilà, ça me touche et c'est important pour moi de t'en parler. Là, déjà, on ne parle que de soi et on n'est plus en train de stresser l'autre. Le terme besoin, il est toujours un peu délicat. Par contre, il y a un truc, je désirerais te parler de ça. J'ai envie de te parler de ça. Si on parle de désir, on parle d'envie, en général, en face, on est accueilli. Donc, voilà, c'est des petits trucs tout simples. Mais je l'ai entendu quelques fois, hein, il faut qu'on parle. Oh là 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 là, catastrophe. Et donc, au-delà du « il faut que hein, », qui est déjà une contrainte dans la relation, si on peut glisser désir, c'est bien, mais après, il faut que ce soit le bon moment. Il y a un truc, j'aurais envie de t'en parler. Est-ce que c'est le bon moment pour toi? C'est OK si c'est maintenant? L'autre peut dire oui ou l'autre peut dire bah non, là, c'est le match de foot. Et donc, là, on parle d'actualité peut-être, mais et là, par définition, il faut que l'autre soit disponible. Ah mais non, là j'ai un gros dossier. Non mais là j'ai une copine qui doit m'appeler, c'est pas le bon moment. Ou là je dois sortir. Et peut-être que nous là sur le moment présent, on a besoin de parler. C'est important, mais l'autre n'est pas disponible. S'il n'est pas disponible, il n'y aura pas une communication efficace. Donc on fait un truc très simple. On prend rendez-vous. Alors, ça peut sembler un peu austère, ça peut sembler un peu, voilà, mais ce n'est pas forcément un rendez-vous, on sort les agendas. Hein, mais on prend rendez-vous, on dit, bon, ben, on en parle quand? On en parle demain, on en parle demain soir, on en parle machin. Oui, là, ça va être bien, là, j'ai du temps. Ouais, voilà. Et donc là, ça sera opportun. Et si soi-même, on est encore chargé d'émotions et qu'on a besoin d'en parler, c'est qu'on est encore chargé comme une cocotte minute. Et donc, vaut mieux appeler un copain ou une copine pour échanger, partager et prendre un peu les devants parce que sinon, ça veut dire qu'on est encore dans la retenue, un peu comme un arc hein, qu'on a bandé. Et au moment de la communication, ça risque d'être encore un peu fort. Donc, s'assurer que c'est le bon moment. Voilà. Ensuite, on part du principe qu'on s'est donné rendez-vous. Et puis, ça peut être très bien et charmant parce que avec comment dire, un rendez-vous galant ou prendre rendez-vous avec sa maîtresse, ou etc., c'est un rendez-vous. Et donc, ça peut créer même une certaine excitation et du désir. Hein, donc, se donner rendez-vous, ce n'est pas forcément austère. Mais au-delà du rendez-vous, une fois qu'on s'est retrouvé, il faut créer de la relation. Créer de la relation, alors ça peut se faire de plein de manières différentes. Créer de la relation, c'est recréer le tube, oserais-je presque dire, la reliance de cœur à cœur, pour qu'on puisse ensuite mettre de l'information dedans. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas d'office exposer son problème. Il faut d'abord juste prendre quelques minutes pour parler. Alors, parler de choses et d'autres, je suis content qu'on ait pris le temps de parler ensemble, ça me fait du bien. Et puis, on peut reparler juste d'un truc. Ah oui, tu te rappelles de la soirée avec un tel, c'était sympa, on a bien rigolé. Ou juste parler de notre relation en disant, voilà, c'est important pour moi qu'on puisse parler. Comment dire, on peut valoriser la relation en disant voilà, c'est le fait qu'on ait ces moments pour parler, bien, je me sens en confiance avec toi et puis et pour notre amour et notre relation, c'est extrêmement important pour moi, etc. Pas pour la relation, pour moi. On ne parle que de soi hein, dans ces moments d'expression. Et comme on le ferait en entreprise à un moment donné, quand on reçoit un collègue, etc., où on va valoriser ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, je suis très heureux, très satisfait de vous, etc. L'idée, ce n'est pas de faire de la lèche, ce n'est pas de flatter l'ego, c'est de recréer la relation. Voilà. Une fois qu'on a créé ce petit truc-là, de la même manière que quand on parle avec son voisin, on va d'abord parler du temps, il fait beau en ce moment, ou de la saison, de la température, avant de parler de choses plus intimes. On ne peut pas rentrer tout de suite dans l'intimité. C'est comme quand on fait l'amour. Alors, il y a de temps en temps, ça peut être, comment dire, un peu flash et brutal, et pourquoi pas, mais sinon, ça peut être bien et ça peut être un vrai plaisir que de respecter certaines étapes. Voire, c'est précisément parce qu'on va respecter toutes ces étapes et ce qu'on appelle des préliminaires que derrière, ça va être simple, facile et fluide. Bien là, c'est pareil dans la communication. On met en place des préliminaires. Ensuite,
une fois qu'on a construit cette relation, et ça c'est le troisième point, en tout cas on l'a revalidé, on va être au quatrième point, et donc là, on va pouvoir expliquer notre problème. Voilà, et expliquer notre problème, en communication, Gordon, j'adore, on parle d'un message « je ». Bon, on va y venir, ça va s'expliquer dans quelques minutes, mais l'idée, ça va être de raconter ce qu'il s'est passé avec le plus d'objectivité possible et en excluant totalement, autant que possible, l'autre ou en excluant le « tu ». Le « tu », c'est quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, ça, il faut le rayer de la carte. Parce que dès qu'on met le « tu », on va tout de suite blesser l'ego et donc l'écoute de l'autre va se refermer. Et ce qui fait que quand on va donner notre vrai message qui est juste derrière, qui nous parlera de nos émotions, de nos relations, de nos besoins, l'autre ne sera plus en capacité à l'entendre. Parce que l'autre va rentrer dans le modèle du petit enfant qui a fait une connerie. Et donc, le petit enfant qui a fait une connerie, la seule chose qu'il peut faire, c'est mentir, fuir ou accuser l'autre. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous vu ça au moins une fois. Moi, ça me rend dingue à chaque fois, mais voilà. La personne qui, par exemple, grille un stop voilà, et qui vous passe devant, et naturellement, vous avez peur, vous klaxonnez, et que fait l'autre à ce moment-là, alors qu'il est totalement en tort? Il vous engueule. Là, clairement, votre coup de klaxon a blessé l'ego, et donc l'autre, il est tellement en tension, il est tellement en charge parce qu'il sait qu'il a fait une connerie, il sait qu'il est critiquable, donc ça blesse son estime. Sa seule réponse possible, là, à ce moment-là, c'est l'attaque. On imagine bien que dans la relation, si on est dans le « tu » à ce moment-là, c'est ça qu'on va créer. Donc, on raye le « tu ». Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas parler des choses qui ont été parfois violentes ou blessantes. Alors, c'est sûr, si on dit « tu as laissé ta chaussette sale traîner », on peut dire « tiens, il y a une chaussette sale qui traîne ». Tiens, il y a un tube de dentifrice, ou quand je rentre tous les soirs et que je constate que le tube de dentifrice n'est pas rebouché, là, je n'ai pas dit tous les soirs, tu ne rebouches pas le tube de dentifrice. Donc là, on parle de choses simples, mais après, on peut tout à fait envisager que ce soit des choses qui étaient beaucoup plus violentes. Par exemple, si devant des amis, l'autre a tenu des propos qui étaient des critiques sur notre physique, sur notre forme, sur nos compétences, et si l'autre nous traite, même si c'est sur ton d'humour, nous traite d'idiot ou d'idiote, ou même d'autres mots un peu plus violents, sur le moment, on ne dit rien, on laisse passer, mais derrière, il y a un moment donné, tu ne me parles pas comme ça devant nos amis, ça y est, là, on redémarre le conflit. Quand j'entends les mots idiot ou idiote dits devant mes amis, devant nos amis, là déjà, il se passe autre chose. On parle de la situation d'une manière objective, et là, il y a un moment donné, on ne dit pas grossièrement idiote, ou grossièrement idiot, ou violemment, ou etc. On n'est déjà plus dans l'objectivité. Il faut éviter tous les adjectifs, même si on a envie d'en mettre, parce que soyons clairs, il y a un truc qui nous a contrariés, il y a un vécu d'agression. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus objectif, comme si c'était un ordinateur qui décrivait la scène, en excluant l'autre et en excluant le tu. Voilà, être dans l'objectivité. Ça, c'est le quatrième point. Arrive ensuite le cinquième point, c'est qu'on va parler des conséquences de ce qui s'est passé. Alors, si c'est le dentifrice, la conséquence, elle est simple. Le dentifrice sèche. Du coup, on est obligé de jeter une partie de ce qui est dans le dentifrice, dans le tube, et donc ça coûte de l'argent, et ce n'est pas écologique, et c'est dommage parce qu'effectivement, ça ne coûte rien que de faire ce geste-là, de reboucher le tube de dentifrice. Ça peut être un truc simple du genre, eh bien, quand la conséquence, quand je vois une chaussette sale qui traîne, c'est d'avoir le sentiment que c'est à moi de le ramasser, et je me sens effectivement pas forcément respecté ou dans mon image de moi, et c'est mon territoire, et moi, pour que je me sente bien, pour que je me sente détendu ou pour que je me sente à l'aise, j'ai besoin que ce soit rangé. Et puis, j'ai besoin aussi, quand j'ai fait une grande journée de travail, de ne pas me rajouter du travail encore, surtout avec les affaires des autres. J'ai déjà du mal à gérer les miennes. Là, je ne parle que de moi, je ne parle finalement que de mes besoins ou des conséquences. Et donc, quand je constate qu'il y a une chaussette qui traîne, eh bien, effectivement, ça me contrarie, je me sens en colère, je ne me sens pas respecté, je me sens blessé, voilà. Dans les conséquences, il peut y avoir des conséquences physiques, et il peut y avoir aussi des conséquences émotionnelles.
Alors, c'est bien de rester sur des émotions de base. Les émotions de base, c'est colère, peur et tristesse. Après, dès qu'on commence à rentrer dans effectivement de l'injustice, dès qu'on commence à dire je me sens blessé, enfin blessé ça passe encore, ça il n'y a pas de souci. On parle d'émotions brutes aussi en étant blessé, mais voilà, quand je ne me sens pas respecté par exemple, là ce qui est l'exemple que je vous ai donné, là je vous donne un contre-exemple, pas respecté, il y a déjà de l'interprétation et il peut y avoir plein de choses derrière. Par contre, voilà, dire que je me sens triste, ça me blesse dans mon estime personnelle, etc. Ça, voilà, on peut facilement l'aborder. Et donc là, c'est le moment qui est très difficile parce qu'on est obligé d'exposer nos émotions. Et donc, on est vraiment obligé de s'ouvrir à l'autre. On est obligé comment dire, on n'ouvre pas que sa chemise, là, on enlève son gilet pare-balles et on se présente en tant qu'être humain. Et déjà dans le yin, la communication émotionnelle n'est pas toujours simple, mais on le fait. Pour un yang, exprimer ses émotions, c'est quasiment impossible. Et donc là, il faut comprendre que quand un yang commence à dire ben voilà, quand je vis ça ou quand je ressens ça, je me sens triste ou je me sens seul ou j'ai presque un vécu d'abandon. Quand on dit abandon, on est déjà en train de parler de ses vieilles mémoires et de ses vécus d'enfance. Hein. Mais malgré tout, quand je me sens seul et quand je me sens triste, eh bien, c'est compliqué. Et pour peu qu'en plus, il y ait de l'émotion qui émerge et des larmes, il faut comprendre que c'est une vraie violence que se fait le masculin quand il exprime. Pour autant, c'est quand même vachement mieux d'aller vers l'autre en disant « quand tu rentres tous les soirs et que tu me laisses tout seul », c'est beaucoup moins entendable par l'autre que « tous les soirs, je me sens seul et j'ai besoin que tu sois avec moi et ça me rassure quand tu es là. » Et finalement, ce qui était au départ une critique est en fait une déclaration d'amour et qui dit « le soir, j'ai besoin que tu sois avec moi ». Et par contre, en disant « tu rentres tard tous les soirs et tu me laisses tout seul ou toute seule », c'est valable pour l'un ou pour l'autre, en fait, eh bien, on agresse l'autre sur notre frustration et notre douleur de solitude, alors qu'en fait, initialement, le vrai truc derrière, et ce qui va nous amener au 6e point, c'est le besoin, exprimer son besoin, c'est dire « j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu m'accompagnes, j'ai besoin de ta douceur, j'ai besoin non pas que tu me critiques devant des amis, mais j'ai besoin que tu me protèges. J'ai besoin de me sentir soutenu. J'ai besoin et alors la liste des besoins, elle est plus longue que mon bras. Et la vraie difficulté là derrière, en fait, pour nous en tant qu'êtres humains, c'est d'avoir identifié vraiment notre besoin. Et alors, soyons très clairs, l'autre n'est pas responsable de remplir tous nos besoins, parce que là, sinon, on est vraiment dans une relation violente et de dépendance. Mais on a aussi, à un moment donné, le droit d'espérer et d'attendre quelque chose dans la relation, d'espérer de la tendresse, d'espérer de la douceur, d'espérer, on va dire, de la présence, parce que ça fait partie des… Voilà, d'espérer, comment dire, des mots doux, d'espérer des caresses, d'espérer, enfin bon, voilà, d'attendre, le mot espérer, même pas juste, d'attendre, voilà. Et puis, on est en droit de demander, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on espère, on attend, mais on ne demande pas. Et donc, on continue de vivre dans sa frustration. Là, on a l'opportunité d'exprimer ses besoins et donc de demander à l'autre. Et on lui donne un mode d'emploi. Et au miracle, parce qu'on lui donne le mode d'emploi, on lui donne les moyens de nous rendre heureux ou de nourrir la relation. Et l'autre n'attend que ça d'avoir le mode d'emploi. Et donc, quand on est en train d'exprimer nos émotions, déjà, on s'ouvre à l'autre. Alors, c'est vrai que c'est un risque à prendre, mais on ne fait pas que s'ouvrir à l'autre, on comprend et on exprime nos émotions, donc on s'ouvre à soi. Et pour pouvoir exprimer ses besoins, ça veut dire qu'on a suffisamment réfléchi à ça avant de communiquer et qu'on s'est interrogé sur nos besoins. Et donc, peut-être que c'est aussi le moment où on se rend compte qu'on a des besoins énormes et qu'on attend trop de l'autre. Et que peut-être que ces besoins, on doit aussi pouvoir y répondre par soi-même. Mais ça, c'est une vraie question. Hein. Mais l'idée déjà, c'est de pouvoir demander à l'autre. Et combien de fois j'entends en consultation, mais j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. Et combien de fois je dis, mais est-ce que vous l'avez demandé ne serait-ce qu'une fois? Et là, il y a un silence, justement parce qu'on passe notre temps à attendre, à vivre dans l'attente et pas incarner les choses. Alors, histoire, parce que là, on est quand même en train d'aborder un sujet qui est quand même délicat et qui nous touche. Je voudrais vous raconter une vieille histoire juive
qui permet vraiment de bien comprendre ce que c'est que la différence entre l'espoir et l'acte. Et donc, c'est l'histoire de Moïse qui prie toute sa vie pour gagner au loto. Et donc, il est bon juif et il fait le Shabbat et il fait tout ce qu'il faut et il donne à la communauté. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle un mensch. C'est vraiment, voilà, c'est l'homme juste, l'homme parfait. Il a tout fait comme il fallait, voilà. Et puis, il se présente devant Dieu et il est très en colère contre Dieu parce qu'il dit à Dieu, tu te rends compte, je vous la fais courte parce qu'une histoire juive, ça peut durer. Mais tu te rends compte, j'ai tout fait, j'ai tout respecté, voilà, j'ai été un homme parfait. Et toi, tu ne m'as pas fait gagner au loto. Et là, Dieu est furieux. Il lui dit, mais tu te rends compte, tu as passé une vie entière à m'agacer. Tous les jours, tu m'as demandé de gagner au loto. Et franchement, tous les jours, tu m'as agacé. Donc là, Moïse, il ne comprend pas. Sa colère tombe d'un coup. Il dit, mais pourquoi? Et Dieu lui répond, mais il y avait un truc très simple. Tu n'as jamais acheté un billet. Et donc, l'idée, elle est là. C'est qu'on peut passer sa vie à attendre un certain nombre de choses, mais on a besoin d'un acte, au moins pour démarrer. Un acte. Et dans le couple, l'acte, c'est la communication, c'est demander, c'est partager, c'est exprimer ses besoins. Et déjà, quand on a fait ces 6 points-là, on a énormément avancé. Et là, il y a un 7e point qui est fondamental, qui est déjà ce que l'autre a mis en place depuis le début, c'est l'écoute. L'écoute active. Parce qu'à un moment donné, avec tout ce qu'on a dit, l'autre va nous répondre. Alors, on va y revenir dans quelques minutes. L'idée, c'est que surtout qu'il ne se justifie pas. Hein, mais par contre, que l'autre puisse dire ce qu'il ressent, que l'autre puisse dire comment il a vécu les choses. Parce que d'une manière très objective, on a décrit la scène, on a décrit la situation, mais si ça se trouve, l'autre n'a pas du tout vécu la même chose, n'a pas du tout vu la même chose, n'a pas ressenti la même chose. Et ce qui était peut-être violent pour l'un était totalement anodin pour l'autre, ou parfois on se rend compte qu'on a ressassé le truc, qu'on a recréé le scénario, qu'on a entendu des mots qui n'étaient pas ces mots-là en fait, et qui étaient d'autres mots. Et donc, il y a un moment donné, le fait de vraiment recommuniquer sur la situation, voilà. Puis ça peut être, mais tu sais que la chaussette sale qui traîne par terre, en fait, ma chérie, c'est la tienne. Oh oui, mais j'ai tellement l'habitude que ce soit toi qui laisse traîner ta chaussette. Bah oui, mais pas de bol. Là, c'est la tienne sur ce coup-là. Je suis trop content que ce soit ta chaussette sale. Voilà. Oui, mais là, le tube de dentifrice, il est encore, il n'est pas été rebouché. Ah oui, j'ai oublié de le reboucher, mais celui-là, c'est pas grave, il est vide. C'est pam, voilà. On voit bien à un moment donné que c'est notre collection de timbres qui fait qu'on va encore interpréter la situation. Et donc voilà, le jeu particulier va être là, plus que jamais, d'écouter l'autre. Écouter l'autre et une écoute active, pas une écoute qui consiste à attendre que l'autre ait fini pour rebondir sur ce qu'il a dit. Il faut s'autoriser du silence, même quand l'autre a fini de parler. Et une des méthodes pour bien valider qu'on a bien entendu ce que l'autre a dit, c'est de reformuler ou à minima de redire. Il y a différentes stratégies. Ça peut être du redit mot à mot, ou ça peut être de redire avec ses propres mots à soi ce que l'autre vient nous dire. Ce que tu viens de me dire, c'est que quand je laisse le tube de dentifrice ouvert, eh bien, tu sens que voilà, que c'est pas écologique, que ça gâche, que c'est pas économique et que ça t'agace parce qu'en fait, c'est toujours toi qui rebouches le tube de dentifrice tous les soirs et que tu as l'impression que c'est tout le temps toi qui finis les choses, qui termine, et puis souvent derrière, il y a et qui fait les courses, et qui machin, et qui truc, ou c'est tout le temps toi qui emmène les enfants, et on voit bien qu'il y a une autre charge derrière. Et donc, l'idée, c'est effectivement de prendre le temps de reformuler et que l'autre nous dise oui, c'est ça. Et le simple fait déjà, dans notre tension, dans notre besoin, dans notre souffrance, d'avoir été entendu par l'autre, le simple fait d'entendre l'autre et sa réponse, le timbre, il vole en fumée. Et mieux que ça, on s'est tellement relié à ce moment-là, on s'est tellement connecté l'un à l'autre, qu'au-delà de la discussion, va arriver un moment où on va pouvoir parler d'autre chose et on n'aura qu'une envie, c'est d'être ensemble. Parce que justement, on aura nettoyé le terrain. Alors, Isabelle, j'ai bien entendu, j'arrive à peu près au timing, je vais encore déborder de quelques minutes, pour vous proposer juste 2 choses, 2 exercices qu'on peut faire dans ces moments-là. Alors, dans les couples, ce qui peut être sympa, c'est de se créer un rituel, qui est un rituel qui va être un rendez-vous, qui pourrait être hebdomadaire, ou pourquoi pas tous les 15 jours. Hein. Ça dépend vraiment de l'équilibre, mais il faut, au-delà de 15 jours, on peut commencer à charger un petit peu le sac à dos. Alors après, il y a des couples qui n'ont pas besoin de faire plus que 15 jours, parce que dès qu'il y a un truc, ils le disent tout de suite.
Donc voilà, ils n'accumulent pas dans la collection de timbres. Donc une fois tous les 15 jours, ça peut être pas mal. Mais le rituel, ça pourrait être une fois par semaine de prendre un petit temps de communication. Et ce temps de communication, ça peut être 20 minutes. Hein. Ce n'est pas 1 heure et demie, 2 heures. Et alors dans ces 20 minutes, eh bien, après, on peut créer vraiment le rituel, par exemple, en allumant une bougie. Voilà, on commence notre rendez-vous par une bougie. Clac, ça y est, on commence. Et là, avant de faire quoi que ce soit, avant de communiquer ou avant d'expliquer, ou etc., on peut se faire un petit exercice de reliance très très simple. C'est se regarder droit dans les yeux pendant 2, 3, 4, 5 minutes et de respirer tranquillement ensemble. Pas forcément avec une respiration coordonnée, mais juste se regarder les yeux dans les yeux. C'est un truc qu'on oublie de faire. Alors les amoureux font ça hein, tout le temps. Hein. Et là, alors en médecine chinoise, on dit que les yeux sont les portes de l'âme. Et je vous assure que de se regarder quelques minutes, on se reconnecte, on se parle déjà. Et parfois, on ressent des choses, on ressent alors de la tension, de la colère, mais quand tout va bien dans le couple, prendre le temps de se regarder quelques minutes, je vous assure que ça donne envie de s'embrasser, de s'enlacer. Je ne vous raconterai pas la suite. Mais juste, voilà, de se regarder. C'est extrêmement important d'aller dans le regard. Et puis, une fois qu'on s'est relié, eh bien, on peut tout à fait prendre quelques minutes. Alors, on peut faire un shifumi pour savoir qui commence. Et juste pendant 5 minutes ou 10 minutes, eh bien, on fait l'état des lieux. Comment je me sens en ce moment? Comment je me sens dans le couple? Mais même, ça peut être, tu sais, en ce moment, chérie, en ce moment, je me sens très triste, je me sens très fatigué, je me sens très tendu parce qu'au boulot, il y a telle tension, telle tension, telle tension. Et là, il y a madame, à ce moment-là, elle jubile parce qu'elle voit que monsieur fait la gueule depuis une semaine et ça fait une semaine qu'elle pense que c'est à cause d'elle. Et comme monsieur ne communique pas parce qu'il gère ses problèmes tout seul, il n'en parle pas parce que finalement, ça ne concerne pas madame. Et mieux que ça, en fait, il pense que quand il n'en parle pas, il la protège. Et donc, il joue son rôle de chevalier servant en ne communiquant pas. Et en même temps, il a raison par certains biais, parce que ce n'est pas la peine d'en parler tous les jours. Lui, il est confronté tous les jours, et c'est valable pour madame aussi, avec ses problèmes au boulot, problèmes de copine, etc. Ou problèmes avec les enfants. La question n'est pas là, mais c'est qu'à un moment donné, ces trucs-là, on va essayer de protéger l'autre, et donc on ne va pas en parler. Sauf que si on n'explique pas une fois de temps en temps notre état d'être, l'autre va commencer à se faire des scénarios. Et donc là, on peut dire à un moment donné, voilà, je ressens ça en ce moment, je vis ça en ce moment. Et puis, on peut tout à fait dire, voilà, là, cette semaine dans le couple, y a tel épisode qui a été un peu difficile pour moi. Et là, on peut reprendre les différents points qu'on a vus ensemble. Alors, on sait déjà que c'est le bon moment, on a pris rendez-vous. Mais on peut dire, voilà, quand on était chez un tel, que j'ai entendu tel mot, quand on était dans telle situation et que j'ai dû faire ceci alors qu'on avait prévu que c'était à toi de le faire. Je n'ai pas mis tu, mais de temps en temps, c'est difficile d'échapper au toi quand même. Hein. Voilà, ou qu'on avait convenu que ce serait fait. Voilà. Là, moi, je me suis senti triste, je me suis senti blessé. En ce moment, je suis déjà fatigué, etc. Pour moi, c'est difficile. Et donc, on voit bien que là, on va pouvoir vider son sac tranquillement. Et puis, ensuite, on a fini de vider son sac. Je vais rajouter une petite option qui va ouvrir un petit peu les choses derrière. Et puis ensuite, on attend un petit temps de silence. Et puis après, c'est à l'autre de vider son sac. Mais l'idée, ce n'est pas qu'il doit répondre à ce que l'autre a dit. Voilà comment moi je me sens en ce moment. Voilà moi les choses qui m'ont coûté. Voici les choses qui m'ont blessé, etc. Et puis voilà, on est arrivé au bout à un moment donné. Et surtout, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fini d'en parler, on souffle sur la bougie et on n'en parle plus. On n'en reparlera que quand on rallumera la bougie. Sinon, on va ressasser le truc pendant toute la soirée, on va le ressasser le lendemain. Et c'est comme quand dans un travail de relation de couple avec un thérapeute, ce qui est pendant la thérapie reste dans la thérapie et on n'en parle pas en dehors. Ça, c'est vraiment une règle à poser. Mais idéalement, parce que quand même, hein, quand on a un couple qui va bien, voilà, et où finalement on n'a pas trop de casseroles ou pas trop de choses tendues, quand on est dans une phase où ça va bien, voilà, eh bien, si tout va bien, eh bien, putain, on peut le dire. Tu sais quoi? Je suis heureux de me réveiller tous les matins à tes côtés. Je suis heureux que quand tu me prépares mon thé le matin et que tu me l'amènes, eh ben, tu sais quoi? Tous les matins, ça me remplit de joie. On est là en disant, ah merde, ça fait ça quand je lui ramène le thé, je ne me rendais pas compte. Et je suis heureux de passer ces temps avec toi et je te trouve plus beau ou plus belle chaque jour. Et puis quand tu as fait ça, mais je t'ai trouvé génial. Et donc, il ne faut quand même pas oublier de nourrir
aussi les choses positives de la relation. Et ce n'est pas faire de la flatterie, c'est vraiment exprimer sincèrement ce qu'on pense. Et on oublie aussi cette énergie de gratitude qui fait que précisément le couple, il est solide et puissant, il est durable. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir à un moment donné parler de ça. Et de pouvoir… Alors, ça peut prendre 5 minutes, du coup, hein, si tout va bien. Non, en ce moment, tout va bien. Par contre, je voulais te dire, voilà, bon, tu sais, quand tu as mis cette robe, alors, je suis désolé, c'est ma vision masculine, hein, mais quand tu as mis cette robe, mais je t'ai trouvé magnifique. Je t'ai trouvé belle et sensuelle, etc. Ou quand tu as rendu ce dossier ou que tu as fait cet article, mais je l'ai trouvé brillant, cet article. Je l'ai lu, je l'ai trouvé super. Voilà. Bon, bah, il ne faut pas oublier de le dire. Voilà. On a tendance à oublier de le dire. Et puis, n'oublions pas, à un moment donné, dans ce temps particulier, de parler de sexualité. Moi, je trouve que c'est un véritable exercice que de pouvoir dire, ben voilà, là, en ce moment, notre relation, ça va, etc. Parlons sexualité. Et on prend quelques minutes. Et si tout va bien, on peut dire, ben, tu sais, la dernière fois qu'on a fait l'amour et que tu as fait ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand tu l'as fait comme ça m'a fait beaucoup de bien. Mais on a le droit aussi de dire, ben, tu sais, quand on est dans telle situation, dans telle position, en fait, ça m'irrite un peu, ça me fait un peu mal. Vous voyez, j'ai déjà pas dit quand tu, hein, c'est quand on est. Et donc, ça et comme ça, ça me ferait encore plus plaisir ou ça me ferait encore plus de bien. Et là, on a le droit d'utiliser tout notre vocabulaire, etc. Après, c'est les codes du couple. Et on a même le droit de dire, tu sais, moi, dans mes désirs, ce que j'aimerais ou ce qui me ferait plaisir, ce serait ceci ou cela. Et même éventuellement, ça peut être un temps particulier, toujours, où on peut échanger et partager nos fantasmes, sans pour autant les réaliser. Ce n'est pas ça la question. C'est dire, voilà, ce que j'aimerais, ce qui m'anime, etc. Et prendre quelques minutes chaque semaine pour un couple pour parler de sexualité, donc d'intimité, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, ce que j'observe, c'est que souvent, ce sujet qui est si essentiel dans le couple, c'est souvent qui est mis le plus de côté. Il faut juste se souvenir que dans le monde médical, le nerf qui innerve le périnée, on appelle ça le nerf honteux. Donc, on comprend bien qu'on a des résistances, on comprend bien qu'il y a des choses qui peuvent être considérées ou éduquées comme ça c'est sale, ça c'est pas bien, ça c'est… Je veux dire, il y a encore quelques générations, on expliquait quand même pas quelques générations, il y a une génération, on expliquait aux adolescents s'ils se masturbaient, masculin ou féminin, que ça rendait aveugle. Je veux dire, on parle des années 50, hein. Il y a un problème de son ? Ah oui, non, que ça rendait sourd, pardon, pas aveugle. Non, si. Non, c'est vrai que je vous assure, non, c'est aveugle. Voilà, ça a été utilisé comme terme. Non, le fait que ça rende sourd, ça, c'est une vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Voilà. Voilà, blague à part. L'idée, elle est là, c'est que c'est des sujets tellement tabous. Et si dans le couple, qui est l'espace d'intimité, on ne peut pas parler de ça, comment est-ce qu'on peut parler de choses encore plus intimes, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi ? Et là, il y a un véritable challenge, et je vais me permettre de conclure là-dessus, comme ça, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers, c'est que la vraie difficulté, au-delà de la méthode, elle se pratique. Il y a même un moment donné, à force de faire la méthode, ça devient une gym, ça devient habituel, et même si à un moment donné, on déborde de la méthode, si l'autre avec qui on a travaillé un peu, échangé, connaît la méthode, même si on balance un tu, on n'en a plus rien à faire parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'enjeu personnel, on sait que chacun parle de soi, on sait que… Donc, ça devient encore plus fluide. Au-delà de la méthode, ce qui compte, c'est d'être les deux sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est important. Mais le vrai challenge de ça, en fait, c'est de s'exposer, de s'ouvrir à l'autre. C'est là qu'intervient un truc qui s'appelle la véritable honnêteté vis-à-vis de l'autre et surtout vis-à-vis de soi. Et souvent, quand on va s'exprimer à l'autre, parfois on dit non, mais tout va bien. Et en fait, on n'a pas été clair, on n'a pas été juste. Parce que, et c'est pas une… Comment dire, c'est pas une volonté de mentir, etc. C'est qu'on n'a pas été encore vraiment jusqu'à la pleine et totale rencontre avec soi. Je ne suis pas sûr même qu'on puisse y arriver un jour. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a cette rencontre intime avec l'autre, eh bien, on va décortiquer un petit quelque chose qui va nous permettre de comprendre encore mieux comment moi je fonctionne et comment l'autre fonctionne. Et on va pouvoir au fur et à mesure s'accorder. Et là, on rentre vraiment dans cette logique du yin et du yang. Pardon, une main ouverte, une main fermée. Et là, on va vraiment pouvoir se rencontrer. Et donc, on pourra se souvenir qu'en fait, un couple, c'est toujours 3 éléments. C'est l'autre, soi et la relation. Et donc, il ne s'agit pas de s'occuper de l'autre. L'autre, il est supposé être adulte, il est supposé être grand, il est supposé être autonome et indépendant. On doit s'occuper de la relation.
Et c'est dans la relation, en s'occupant chacun de ce jardin, voilà, qu'on va pouvoir à un moment donné, les deux s'épanouir. Ces deux belles fleurs qui s'épanouissent dans le jardin de la relation. Et donc, l'idée, c'est de ne pas laisser les mauvaises herbes pousser. Et c'est vrai que jardiner, ça peut être un peu laborieux, mais c'est vrai que quand on a cette joie d'avoir un beau jardin éclatant, c'est un plaisir extraordinaire. Et c'est précisément dans la relation à l'autre et dans la relation intime qu'on va pouvoir être aussi dans cette rencontre encore plus essentielle, je pense, qui est la relation intime avec soi. Et c'est ça qui permet de nourrir ce sentiment de plénitude et de complétude. Voilà, je vais finir là-dessus. Et je vous remercie. Je vois que tout le monde ne s'est pas trop endormi, donc c'est pas mal. Je vous remercie surtout de votre attention et de votre écoute attentive.